Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter un bonjour d'Algérie qui sera très diversifié. D'abord, on va commencer par la néphrologie et la campagne de sensibilisation qui va s'opérer le 14 mars. Alors pourquoi le 14 mars? C'est le deuxième jeudi du mois de mars qui est dédié aux maladies des reins et le docteur Messaoudi Zohair viendra nous en parler pour développer, essayer de sensibiliser les gens sur les maladies rénales. Ensuite, nous allons profiter de l'occasion de ce jour qui est la journée arabe de la préservation du patrimoine. Et deux personnes viendront nous en parler. D'abord Taouta Houssine en tant qu'archéologue et chercheur. Et à ses côtés, il y aura Myriam Ziani qui est architecte restauratrice. Ensuite, nous terminerons avec l'art plastique, mais avec une différence, puisque Wahiba Bedief a un style d'art qui est spécifique et propre à elle. Elle viendra nous en parler. Voilà le menu avec un petit chat dans la gorge. Il faudrait qu'on le soigne, Zohair. Voilà. Il le faut bien. Marhaba bik d'abord. Moi j'ai le plaisir de recevoir d'abord un ami d'enfance, un ami du quartier, mais Maouch Lana parce qu'il est médecin. Voilà, marhaba bik. Bonjour Smaïl, merci pour l'invitation. Au contraire, alors voilà. C'est le plaisir est pour moi de recevoir d'abord un néphrologue parce qu'on n'en reçoit pas beaucoup ici. Je crois que l'occasion de parler des maladies rénales et des maladies de l'insuffisance, vous m'avez expliqué tout à l'heure il y a beaucoup de différences, mais les reins d'abord, avant d'en parler quand ils sont malades, il faut peut-être parler de quand ils sont en bonne santé. Exactement, voilà. Si on parle de la maladie rénale, il faut d'abord dire que le rein est un organe encore méconnu, mais qui est très important pour l'organisme. Alors pourquoi méconnu? Pourtant tout le monde dit j'ai les reins, dans beaucoup d'expressions on donne un coup de rein, donc le rein est là, mais on ne le connaît pas exactement. On le connaît par rapport à ses fonctions. On a l'impression que la fonction rénale se limite à l'élimination uniquement des déchets azotés, type créatinine, acide urique, mais le rôle du rein est beaucoup plus important. Le rein, il joue un rôle très important dans l'équilibre des liquides et des solutés. Le rein, il a un rôle où il a des sécrétions endocriniennes, il sécrète des hormones, c'est-à-dire, première hormone, c'est l'érythropoïétine, qui est l'hormone responsable de la fabrication des globules rouges, c'est l'hormone des dopants. Le rein active la vitamine D, c'est-à-dire le rein, il joue un rôle important dans la solidité des os, de nos os. D'accord. C'est pour cette raison qu'on trouve dans la maladie rénale chronique une fragilité des os. Et le rein sécrète le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est un système responsable de l'élévation de l'hypertension artérielle. C'est-à-dire le rein, il a un rôle central. Dans l'HTE, quand on sait que la première maladie qui touche les Algériens, ce n'est pas le diabète vient en deuxième position, c'est l'hypertension artérielle. Alors le rein, c'est le centre régulateur, on va dire, de l'hypertension artérielle, essentiellement via deux mécanismes. Le premier, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone sécrété par le rein. Et le deuxième mécanisme, c'est l'équilibre ou l'homéostasie, qui est l'équilibre des solidités, dont le rein est le principal responsable. Alors le rein, je pense que son importance est là, et c'est pour ça que vous lui avez dédié une journée spéciale qui est le 14 mars. Voilà. Pas de chaque année, c'est le deuxième jeudi, mais cette année, ça sera le 14 mars. Ça va tomber avec la journée nationale des handicapés. Ça va une double journée. C'est pour ça qu'on essaie un peu d'interpeller les téléspectateurs, le simple citoyen, sur cette journée qui est importante. Alors pourquoi elle est importante pour vous, médecins? La journée mondiale du rein, cette année, on va fêter, si vous voulez, la 19e journée mondiale du rein. Pourquoi le jeudi du deuxième mois de mars? Parce que la première réunion a eu un deuxième jeudi du mois de mars. Chaque année, plutôt, on consacre cette journée mondiale du rein pour sensibiliser
toutes les personnes. Bien sûr, toutes les Voilà, personnes. toutes Et les surtout, personnes, voilà. alors j'ai vu dans vos spots de sensibilisation un message adressé aux enfants particulièrement. Voilà, la sensibilisation commence dès les collèges. Voilà. C'est une culture, la maladie rénale chronique, on doit passer le message à tout le monde, en commençant par les écoliers, les adultes, les parents et les malades, bien sûr. C'est vrai que cette maladie n'épargne pas les enfants. Donc on peut avoir des problèmes de reins, enfin problèmes rénaux à n'importe quel âge. Exactement. C'est le rôle même de l'hygiène scolaire ou actuellement les UDS. Oui, pour détecter essentiellement les malformations, les ectopies, les reins uniques et tout ça, pour pouvoir les diagnostiquer à un stade précoce. Oui. La prise en charge... Comme toute maladie, voilà. Plus c'est pris en charge précocement, mieux c'est pour le patient et Exactement. pour le malade. La médecine moderne, c'est une médecine de prévention, de dépistage précoce et de traitement personnalisé. On ne peut pas donner le traitement... Le même traitement pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Ce n'est pas possible. Comme on a pris l'habitude avec la grippe, tout le monde va chez le pharmacien, un peu de Doliprane, un peu de tout. Voilà les mêmes doses. Et c'est pas bien, il faut le dire. L'automédication d'ailleurs, c'est l'un des éléments plus importants que souligne Je crois que cette campagne. c'est l'ennemi du médecin. L'automédication, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, cette année, pour la journée mondiale du rein, c'est l'accès. L'objectif ou le slogan, c'est l'accès équitable aux soins avec l'utilisation optimale des médicaments. C'est-à-dire les doses personnalisées. On ne peut pas donner la même dose pour tout le monde, ce n'est pas possible. Alors, comme tout organe que l'on a dans le corps, on a surtout des organes nobles comme le rein, il fait partie de ces organes qui sont essentiels. Alors, quel est le meilleur moyen, d'abord, de prévenir les maladies? Parce qu'il y a la prévention, je crois que c'est le maître mot. Oui, la prévention, pour faire une bonne prévention, il faut d'abord dépister la maladie. Dans le parcours de... Alors, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Quand est-ce qu'on doit dire j'ai peut-être une maladie ou j'ai un problème, un dysfonctionnement dans les reins? C'est quand? À quel moment? Est-ce que quand on urine beaucoup, quand on n'urine pas beaucoup? Qu'est-ce que quand on a la couleur de l'urée? C'est des facteurs qui... Écoutez, Smaïl, il y a 3 filtres, si vous voulez. Pour les enfants, c'est le rôle des UDS, pour détecter les malformations. Il y a le rôle de la médecine de travail pour les adultes. Et la médecine de tous les jours, c'est les maladies chroniques. Il faut savoir que la maladie rénale chronique, c'est une maladie silencieuse. On ne parle pas là de la lithiase ou de l'infection urinaire. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. La maladie rénale chronique, elle est silencieuse, elle s'exprime peu. Et quand elle s'exprime, c'est déjà un stade avancé de la maladie. Les signes les plus importants, c'est les œdèmes, la fatigue, la pâleur, c'est l'anémie liée à un défaut de sécrétion de l'érythropoïétine, une fracture spontanée, c'est fragilité des os, et l'hypertension, surtout l'hypertension artérielle. Oui, l'hypertension, on dit très touche. important. Oui, elle touche les jeunes, on doit contrôler les chiffres tensionnels, je dirais pour tout le monde. Et puis, il y a les recommandations des sociétés savantes en la matière. Ils donnent les populations à haut risque de développer une maladie rénale chronique qui va évoluer dans le temps, qui va donner une insuffisance rénale, qui va donner en terme une insuffisance rénale terminale avec les 3 traitements qu'on connaît, l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la greffe rénale. Et là, c'est vraiment le dernier stade. Et là, ça veut dire qu'on va très mal. Si on arrive à la dialyse... Voilà, l'insuffisance rénale terminale, elle est incompatible avec la vie. Elle nécessite l'un des 3 traitements. Revenons aux populations en risque. Alors, aux populations en risque. Les 2 premières causes qui donnent l'insuffisance rénale, c'est bien le diabète et l'hypertension artérielle. On revient aux chiffres. En Algérie, chez nous, il y a, je pense, 4 millions de diabétiques, un peu plus d'hypertendus. Oui, Et il y a certes, les 2 tiers sont diabétiques et hypertendus à la fois, mais toute cette population nécessite un dépistage annuel, régulier, doit être incitatif pour pouvoir détecter la maladie à un stade précoce, utile et pourquoi pas réversible. Si on détecte la maladie au stade de la microalbuminurie, c'est déjà gagné, c'est déjà pas mal. On fait gagner aux malades des années et des années, au lieu
qu'il arrive au stade de la dialyse, si on prend l'exemple des diabétiques, pour ne pas dire que tout malade diabétique va faire une insuffisance rénale terminale, l'épidémiologie parle de 40%, mais dans les 40%, très important, si on arrive à les étiqueter, avoir une base de données, instaurer un traitement ou un programme de prévention, on va faire gagner à cette population beaucoup d'années. Au lieu qu'il arrive à la dialyse à l'âge de 60 ans, on va à 80 ans à repousser déjà, le plus loin possible la dégradation du rein. Exactement, ils auront le temps de vivre, de faire une carrière professionnelle, d'éduquer leurs enfants. Je pense que c'est ça l'objectif. Et pour les hypertendus? C'est pareil, c'est la même chose. C'est la deuxième cause de dialyse, de mise en dialyse. Quand même, si on réunit et les diabétiques et les hypertendus, ça fait une dizaine de millions à peu près d'Algériens touchés. Non, pardon, Smaïl, les 2 tiers des diabétiques sont hypertendus, c'est-à-dire, un peu moins, mais ça n'empêche quelques millions, c'est énorme. C'est inquiétant. C'est inquiétant. D'ici quelques années, je pense, si on ne fait pas un programme national de prévention, de dépistage et de prévention, il y aura beaucoup de malades qui vont arriver au stade terminal de cette maladie rénale, dont sa prise en charge est très coûteuse, non seulement est un fardeau. Un fardeau et pour la caisse, et trésor public, pour le patient, malade, pour l'environnement familial, oui, c'est un handicap. C'est beaucoup de médicaments, c'est beaucoup de... Et ça coûte trop cher pour les caisses d'assurance maladie. Je préfère mettre ces budgets dans d'autres secteurs de prévention, je dirais. Oui, bien sûr, mais il y a toujours mieux à faire que de soigner. Exactement. Prévenir d'abord. Parce que la prévention, si on n'est pas diabétique, si on n'est pas hypertendu, ça ne veut pas dire qu'on doit délaisser les reins, non. Je pense dire un mot, comment dépister reconnaître la maladie. Reconnaître la maladie, c'est très facile à la reconnaître. Il suffit de faire un prélèvement de sang, un prélèvement d'urine, une échographie. Donc ça fait quand même 3. 3, mais c'est non invasif. C'est simple. C'est pas contraignant. C'est pas contraignant chaque année pour un diabétique. Une fois par an? Une fois par an, voilà. Pour le bilan de sang, c'est la créatinine, c'est un déchet de l'organisme éliminé par le rein qui reflète au mieux la fonction rénale. C'est vrai que la créatinine, quand elle augmente au-delà de 14, on commence à s'inquiéter. Exactement, mais la créatinine, il faut l'exprimer toujours en clairance, c'est-à-dire la clairance rénale, c'est-à-dire le volume de sang épuré par minute par le rein. Voilà, il faut comprendre ce que c'est la créatinine. Voilà, il faut le définir par des termes simples. Et puis, un rein qui fonctionne normalement, il épure pas moins de 100 ml par minute. La maladie rénale ou stade de l'insuffisance rénale, c'est à partir de 45 ml minute. C'est-à-dire, on fait le prélèvement de sang. Le prélèvement de sang, on l'exprime en DFG. La DFG, elle est liée à l'âge, au sexe et au poids. D'accord. C'est autant de facteurs. Donc pour donner une classification à la maladie. Un prélèvement d'urine pour doser la présence des protéines dans les urines. Oui, la microalbuminie, donc ça veut dire c'est la réserve d'urine de 24 heures. C'est un peu contraignant quand même, mais bon. Ça a changé. Là, ça a changé. Ça a changé. Donc, il y a des Clinitec, des appareils dont on n'a pas besoin de collecter les urines des 24 heures. Parce que c'était contraignant avant. Voilà. On aimerait bien les démocratiser et ça donne un résultat meilleur. C'est un rapport albumine, créatine urinaire. On revient que le rein est différent d'une personne à une autre. C'est sûr. Le rapport, il reflète en mieux la microprotéinurie. Avec ces 2 paramètres, on classe la maladie rénale. L'échographie, on vérifie s'il n'y a pas des reins diminués de taille, s'il n'y a pas un obstacle via la prostate chez les hommes. On contrôle tout l'appareil urinaire. Et puis, c'est une classification diagnostique qui dégage une prise en charge, un traitement personnalisé et un pronostic à court, à moyen ou à long terme. Voilà. Et prendre des médicaments régulièrement parce qu'il faut être aussi discipliné, sinon... Voilà, il faut dire que une fois l'insuffisance rénale installée, c'est-à-dire le stade G3B, les complications propres à la maladie rénale chronique qui évoluent indépendamment de la cause. Même si on règle les chiffres tensionnels ou le diabète, la maladie rénale
s'installe et le rein commence à se dégrader au fil des années. Ça veut dire qu'on oublie même la cause. Une fois qu'il est malade, plus besoin de chercher la cause, c'est autre chose. Il faut vraiment s'occuper et préserver la fonction rénale au maximum. Allez, on va voir d'abord un des spots annonces de la journée mondiale. C'est très court, mais c'est juste pour essayer de voir comment d'abord la sensibilisation se fait. Voilà, ça c'est la bande-annonce de la journée. Et là, il y a une petite rétrospective sur les années depuis 2006. Exactement, Voilà. chaque année, c'est Et chaque année, un thème différent. Un thème, c'est quoi la maladie rénale, rein et diabète, rein et hypertension, rein et enfant, rein et femme. Voilà, bon, donc c'est vraiment les reins, enfin les maladies rénales ou le rein avec tout ce qu'il y a autour depuis. Voilà. Donc c'est des journées quand même qui vous permettent d'avoir une évolution et puis surtout d'échanges d'expériences, je pense. Exactement. D'ailleurs, on parle ailleurs même de la semaine du rein. Pourquoi une semaine du rein? Une journée ne suffit pas. Une semaine, ça permet de faire des campagnes de dépistage, de faire oui. Voilà. Pour un large public, on a vu quand même que c'est le large public qui est ciblé. Et des campagnes de collecte de fonds pour Et oui, pour les nécessiteux, parce qu'il faut dire que c'est très coûteux, la prise en charge d'un malade. D'ailleurs, le thème, c'est l'accès équitable. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et terminer toujours la semaine par des colloques pour publier les dernières recherches, les mises à jour. Et on peut parler du rôle du sel dans la dégradation de la fonction rénale, le poids, on peut dire beaucoup de choses. Non, donc, c'est pas seulement une journée qui va englober toute la main, mais c'est bien bon, nous, comme simples téléspectateurs que nous sommes, peut-être que faudrait nous donner juste quelques conseils pour... Voilà, j'aimerais dire que en fonction du stade de la maladie rénale qui évolue en 5 stades, la prise en charge diffère d'un stade à un stade, d'où l'importance de donner à chaque patient son statut rénal. On ne peut pas donner le même médicament, pour tout le monde, voilà, oui, ça, les mêmes doses. Ça, on l'a compris, oui. On ne peut pas donner les mêmes régimes alimentaires. On écoute par moment. Alors, c'est vrai, là, alors vous touchez un point, le régime alimentaire, on nous donne 10 000 régimes, mangez pas ça, ne faites... Alors que nous avons besoin de régimes personnalisés. C'est qu'il y a un corps qui dépense beaucoup, un corps qui ne dépense pas, un corps qui a tendance à prendre du poids, l'autre non. Donc chacun a son régime. Exactement. Il faut chercher pour le trouver. Exactement. Il ne faut pas dire que si la maladie rénale commence, on doit arrêter la viande, on doit arrêter le sel, c'est pas possible. Il y a deux éléments à modérer, c'est le sel et la viande. Modérer, c'est pas arrêter. Il n'y a pas de régime zéro. Et à chaque stade, on va adapter le régime.
Alors, modéré, c'est quoi exactement? Modéré, Bon, je sais ce que c'est voilà. le mot, on le connaît dans la littérature, mais On va donner le modéré, chiffre exact. voilà, un chiffre. Exact. Pour les protéines, c'est 0,8 grammes par kilo et par jour. Pour quelqu'un qui pèse 80 kilos, c'est 50 à 60 grammes tous les jours. C'est-à-dire on peut manger les sauces Oui, le sel, les recommandations internationales, c'est 5 à 6 grammes par 24 heures, c'est pas zéro. c'est pas zéro. C'est parce pas que, zéro. Voilà, faut pas éliminer. Exactement. Parce qu'on en a besoin, le corps a besoin. C'est comme le sucre. Et on revient Pour les diabétiques, on en a besoin d'une petite quantité. La ration journalière. Et puis pour les causes de l'insuffisance rénale, il y a des causes avec perte de sel dans les urines. Alors on ne doit pas arrêter le sel. D'accord. Il y a des causes avec rétention de sel et d'eau, on doit modérer. Par rapport aussi aux apports d'eau journalière, généralement, il faut bien boire, sauf dans les causes là où il y a la rétention d'eau et de liquide. Là, il faut y aller avec prudence et tout naturellement passer par son néphrologue pour lui donner le régime adapté. Donc même le régime, c'est comme les médicaments, c'est personnalisé. Le traitement médical et le régime sont personnels. Personnalisé généralement. C'est pas la peine de copier le régime de quelqu'un d'autre qui a réussi, par exemple, à perdre du poids. C'est pas la peine. Il faut aller vers le médecin. On revient que la médecine moderne, c'est une médecine de traitement personnalisé, que ce soit en diététique ou en médicaments. C'est ça. Alors, comment prévenir les maladies rénales? D'abord, il faut les dépister, les étiqueter, donner un statut rénal. Et puis, dès l'enfance, il faut lutter contre l'obésité. Oui, comme moi. Et il faut trop de sucre. Chez nous, on a. Pardon. Trop de sucre, on mange voilà. trop de sucre dans notre alimentation et ça c'est très mauvais. Et pour tout le corps, et les reins, les yeux, Depuis les maternelles, le goûter, c'est des chocolats sur 20 ans jusqu'à la sortie de l'université. Ça, c'est pour ça qu'on voit 40% de la population qui est obèse. Oui. Voilà. L'obésité, c'est la porte d'entrée de l'hypertension, du diabète. L'activité physique, il faut promouvoir l'activité physique, le sport scolaire. Et oui, bon, c'est vrai que maintenant c'est un problème récurrent, le sport scolaire. C'est vrai qu'on fait de moins en moins de sport dans les écoles et dans les CEM, et là, c'est pas bien. Il faut boire suffisamment. Pour les adultes, il faut contrôler la glycémie régulièrement, même chez les non-malades. Il faut dépister aussi l'hypertension artérielle. Il n'y a pas plus silencieux que la maladie rénale liée à l'hypertension. Il y a beaucoup de maladies silencieuses finalement. Hein. Oui. On ne les sent pas, on n'a aucun signe jusqu'à la dégradation. C'est pour ça que, comme on dit toujours, prendre de l'eau, ça doit être mécanique, ça doit être régulier. Voilà, et ne pas attendre. Avoir soif, c'est déjà un signe d'alerte. Ça veut dire que le corps est déjà en état. Il tire la sonnette d'alarme. J'ai besoin d'eau. Il ne faut pas laisser jusqu'à. Donc ça veut dire prendre un peu d'eau. Là, ça devrait être un réflexe. Exactement. Modérer bien sûr le sel et le sucre. C'est important. Voilà. L'automédication. Éviter. 3+, puisque ça donne des toxicités. Et puis, avec ça, je pense que le rôle des caisses d'assurance maladie doit être incitative pour les diabétiques et les hypertendus. On doit leur obliger de partir dépister leur maladie rénale. C'est les caisses d'assurance maladie qui vont payer par la suite le oui, coût. parce que la facture, voilà. c'est la caisse sociale. Et puis le rôle des médias lourds, pardon. Comme nous. Je vous remercie nous, pour l'invitation. C'est un rôle très, mais très ce n'est pas important. terminé, Zohar. Oui. Il reste un point, puisque on suit aussi l'événement, le cours des événements. Vous savez, dans 2 semaines, c'est le mois de Ramadan. Et comme on ne boit pas d'eau toute la journée, on risque un peu de fatiguer les reins après. Donc, comment on fait? Quelles précautions doit-on prendre, surtout en étant, on ne va pas dire malade, d'abord pour toute la population, même saine, quelles sont les précautions à prendre justement durant le mois de jeûne et pour les malades, pour les diabétiques et les hypertendus. Donc c'est 2 conseils différents. Exactement. D'ailleurs, là, c'est la question qui revient ces jours-ci. Est-ce que je peux faire carême? D'abord, qui peut faire carême avec maladie rénale chronique? Il y a une liste déjà qui est bien établie. Quelqu'un qui fait de l'hémodialyse, déjà, il ne peut pas faire carême. Qui est greffé, non. Qui a un rein unique, il ne peut pas faire carême.
Et à partir de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire une clairance G3B, des reins qui filtrent moins de 50% millilitres de sang par minute, il est préférable de ne pas faire carême. Et rappelez que seul le médecin peut dire vous faites ou non. C'est exactement. Seul le médecin. Parce que certains vont aller chez les imams, ils leur disent, mais les imams, ils leur disent, non, allez voir le médecin. Seul le médecin est capable de vous dire, vous pouvez jeûner ou non. J'ai trouvé des fatwas là où il y a la griffe du médecin et de l'imam. Et ça, je pense, ça donne de l'appui et de l'assurance pour la population. Il y a les deux, au moins, pour rassurer. Mais d'abord, passer chez le médecin et l'imam, il va... il va agréer, je pense. Exactement. Il va conforter. Il n'est pas médecin, mais il va... Et tout le monde est rassuré, et tout le monde est tranquille, je pense. Voilà, alors là, donc ça, c'est pour les personnes malades. Ceux qui sont malades et ne peuvent pas jeûner. Mais pour tout le monde. Pour tout le monde... il ne faut pas manger trop au ramadan, trop de sucreries, trop de plats, 2-3 plats. Et puis, il faut bien boire le soir. Il faut compenser par minimum 2 litres. Les recommandations, vous savez, c'est 2 litres. Pas de jus, pas de jus, pas de soda, de l'eau. Boire 2 litres d'eau oui. Après le ftor jusqu'au soir, c'est très difficile. 2 litres d'eau, ça va gonfler. Exactement. Et comment faire? Il faut diminuer les repas. Mais est-ce qu'on va tenir le coup? Si on diminue, par exemple, l'apport. Et c'est vrai que nous, on a tendance, il faut le dire, nous sommes algériens, mais on a tendance à trop manger et à manger trop gras, trop de viande. Je crois que nous consommons, c'est le mois où nous consommons le plus de viande, bien sûr, avec le Ramadan, c'est plus, je pense. C'est plus. Une semaine, mais celle-là, c'est un mois, c'est pratiquement un mois. Alors, il faut y aller avec prudence et il faut penser. Il faut alléger les repas, c'est ça. Il faut alléger, je pense. En viande, parce que c'est les protéines qui font marcher. Et en sel. Et en sel. Bourek avec des olives et du fromage salé, c'est déjà 10 grammes. Alors que les recommandations, c'est 5 à 6 grammes. D'accord. Le bourek, c'est plus un bourek, c'est autre chose. Oui, c'est pour les malades. Oui, voilà, là on donne, parce que si vous voulez, donc نحي البوراكة, نحي اللحم الجاري, وش بقى Il faut modérer. 0,8 grammes par kilo et par jour. Donc il faut, non, on plaisante, c'est pour rire, mais il faut regarder ce qu'on mange. Exactement. Et alléger. Peut-être des petites collations, prendre des petits repas, c'est mieux qu'un grand repas et puis s'arrêter. Je préfère. Ouais. Et casser le carême et puis manger le soir. Moi j'ai une bonne habitude, vous savez, dans le ftor au soir, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Et je bois par petites gorgées. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. La petite bouteille ou la grande bouteille? Ça dépend. La grande. Voilà. Exactement. Ouais. Mais c'est ça. C'est le réflexe, c'est le message à faire passer pour les patients qui peuvent faire tarawih ou là, les sujets âgés ou là, partir avec une bouteille d'eau à la main, c'est très très bien, je pense. C'est la meilleure chose que l'on puisse faire. Exactement. Et puis un peu de marche. Il faut partir à pied à la mosquée ou sortir faire de la marche. Si la possibilité se présente, il faut la créer, la possibilité. Exactement. Et un autre conseil, est-ce que c'est bien de faire du sport avant le ftor? Dans le dernier moment. Ça c'est, je pense, pour beaucoup plus les diabétiques. Et pour nous, maladies rénales, je pense il faut éviter de faire le carême chez les patients qui peuvent. D'abord, mais ceux qui le font. Qui le font, il faut y aller modérément, pas sous le soleil, de la marche, mais pas de sport, pas d'effort important juste avant le maghreb. La sédentarité, c'est à éliminer, mais aussi faire de l'effort physique poussé à éliminer aussi. Attention, il faut être modéré, comme tout. Exactement. Donc la modération, c'est le sport, le mec. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Exact. Ouais. Avec les habitudes culinaires que l'on a au mois de Ramadan, ça va être difficile. C'est pas évident, mais il faut s'y mettre. Mais on va dire, un jour, c'est pas tous les jours. Bon, il arrive de casser des régimes, de le fracasser des fois, mais il faut espacer. C'est tout. Il faut espacer, il faut manger intelligemment et penser à notre santé. C'est important. Le rein, il est silencieux, mais il est très important pour nous et pour notre santé.
Je crois, docteur Messaoudi, que nous allons nous revoir bientôt. Avec plaisir. Peut-être qu'on vous appellera aussi durant le mois de Ramadan pour essayer de rappeler Avec plaisir. Bien sûr. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravi. Le plaisir est pour moi et j'espère vous retrouver très bientôt, Inch'Allah. Docteur Messaoudi Zoher, je rappelle que l'on évoquait les maladies rénales, tout ce qui a trait à la journée mondiale du rein. C'est le 14 mars, je vous le rappelle, cette année. Et puis, j'espère qu'on sera en rendez-vous avec vous dans cette journée de sensibilisation. On va changer de sujet puisque nous allons parler du patrimoine arabe. Aujourd'hui, c'est la journée arabe du patrimoine et sa préservation devient de plus en plus essentielle parce que c'est notre identité. Et aujourd'hui, à travers le monde arabe, il y aura peut-être des rencontres comme aujourd'hui à Constantine, une rencontre sur l'importance de la préservation du patrimoine. On en parlera avec Myriam Ziani et Taou Houssine dans le deuxième plateau. On va juste transiter par une petite virée à Sétif. Et ce qui s'est passé, si vous vous souvenez, on avait annoncé le théâtre arabe, les journées du théâtre arabe à Sétif le week-end passé, le compte-rendu de nos amis Saïd Belounis, Akram Ayadi et Walid Ikhlef. الطبعة الأولى كانت متميزة، الطبعة الثانية الحمد لله الحضور، الجمهور الغفير، الورشة التكوينية، وجوه الفنية التي حاضرة معنا. هذا اللي خلانا لما لا أنه هذه الأيام تصبح مهرجان عربي بامتياز، يصبح سطيف قبلة لجميع المسرحيين العرب. العرض اللي كنا نشوفوا في لبين شاركوا فيه كل البلدان العربية، وتقدر تكون هذه لبنة للعمل أكثر وللتواصل بين العرب، والثقافة أنت تعرف أن هي المحرك، وهي سي لو سيمون كي بو سيمونتي توت يونيون تاع كل وحدة تاع الشعوب. هذا العمل إنتاج الفرقة القومية للتمثيل، واحنا ما تعرف احنا تلامذة سامي عبد الحميد وصلاح القصب وقاسم محمد وابراهيم جلال واسماء كبيرة، فهذا كله همنا وإرثنا الآن جبناه حتى نقدم مادة جميلة يستمتع بها جمهور جزائري. تأتي المشاركة التونسية في الأيام هذه بمسرحية حاجة أخرى اللي إن شاء الله تكتشفوها، يعني تنظر للإنسان بصفة عامة وخاصة للمواطن العربي أو التونسي بصفة خاصة. لذلك تقبلوا من شعب فلسطين القائد رايح على وين؟ على الجبهة إلا أنا. نعم يا حبيبايا، وخسرت قضايا كثيرة من القضايا. اليوم يا عيني عمره 21 سنة من أبناء أولاد عمي، يعني من الجيل. إذا نزلت تنزلوا في الأرض ماشي الحال. هذا ضم صوتي إلى صوتك لدعوة المسرحيين أن لا تغيب القضايا، قضايا الحرية والإنسانية، وليس قضية فلسطين لوحدها، فلسطين هي أم القضايا، ولكن قضايا الحرية والعدالة والإنسانية وكرامة الإنسان يجب أن تكون دائما هي المحور. مخرج هذا العمل وهذه الأشياء الغريبة وهي من الصنع العربي سيرة هذا الإعلان، ولكن سأدعو مسرحية
حاجة أخرى خذينا أحسن سونوغرافيا، أحسن إخراج محمد كواس، أحسن ممثل مناصفة يحيى الفهيدي. فرحانين أكيد الحمد لله. إن شاء الله الأهم حاجة إنه إن شاء الله الجمهور استمتعوا وفهم العرض، هذيك الجائزة الكبرى. احنا رحنا لعمل كلاسيكي، العمل عالمي اللي ربما المسرح الجزائري محتاج لهذه الأعمال هذه، محتاج لهذه الأشياء هذه باش على الأقل يخلي متعة لهذا الجمهور، يخلي من خلال الجماليات، من خلال الألوان، من خلال الأشياء الجميلة. أنا جد مسرورة بهذا التتويج اللي راني درك نعتبره مسؤولية لي، لأنه منا وروح لازم المزيد والمزيد من الاجتهاد. معانا في الدورة الثانية وبالأخير هو المهرجان هو الأهم، وقد أوصينا أن تكون العروض المسرحية فعلا منتقاة باستمارة بإعلان، ونتمنى أن تصبح المشاركات العربية بهذا المهرجان في الدورة الرابعة أن تصل إلى 10 و15 عرض دولي، لأن هذا المهرجان يحتاج إلى التشجيع ويحتاج إلى الدعم، وما أحوجنا في الجزائر إلى مثل هذه المهرجانات. Voilà donc les journées théâtrales, les journées du théâtre arabe à Sétif, et je pense que ça s'est déroulé dans une belle ambiance, une expérience à renouveler et Inch'Allah peut-être d'autres manifestations théâtrales. Voilà, nous allons parler du patrimoine, rester dans le monde arabe, et aujourd'hui c'est la journée de la préservation du patrimoine dans le monde arabe, c'est la journée arabe. Et c'est très important parce que le patrimoine commun qui est lié à toute cette culture que nous avons, et puis surtout c'est le meilleur moyen de préserver notre identité. Nous avons deux personnes qui sont intéressantes et très intéressées pour la préservation du patrimoine. Myriam Ziani qui est architecte restauratrice, je ne me trompe pas, marhaba bik, merci d'être là. Merci, et puis monsieur Taoutaou Hussein qui est archéologue. Architecte aussi et recherche. Voilà, donc c'est marhaba bikoum d'abord, mais bon, comme l'événement c'est la journée arabe de la préservation du patrimoine. Est-ce que ce genre de manifestation vous permet, vous en tant qu'architecte, archéologue, ou qu'est-ce que c'est pour vous ce genre de journée? D'abord, bonjour à vous, à tous nos téléspectateurs et à toute l'équipe technique. C'est un grand jour pour nous en tant que spécialistes du patrimoine, en tant que scientifique, en tant que chercheur et en tant que bureau d'études qui a travaillé énormément sur les problèmes de sauvegarde et de préservation du patrimoine national de notre cher pays. Oui. Effectivement, parce que comme nous faisons partie du monde arabe, donc pour nous c'est un grand jour. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, Madame Ziani, vous avez, eu l'occasion de restaurer certains édifices, comme surtout la mosquée Sidi El Khadr, qui est un joyau et qui fait partie de l'histoire de Constantine. Donc, pour vous, ce genre d'expérience, ce genre de rencontre, ça vous aide aussi, je pense, à échanger vos expériences, parce que la restauration, c'est très délicat, n'est-ce pas? Oui, alors Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, merci monsieur de nous avoir invités, de nous permettre justement de parler du patrimoine qui reste quand même méconnu par la société algérienne. Donc la journée du patrimoine va permettre surtout, c'est une journée de vulgarisation, c'est une journée de sensibilisation, sensibiliser les gens, la société civile à préserver le legs du passé. C'est un héritage du passé qui est très important, qui fait partie de notre histoire. Nous, on est des amoureux du patrimoine, donc on le fait naturellement. Cette journée est très importante pour nous. Ça nous permet justement de valoriser notre travail et ce qu'on fait. Donc
Oui. Alors c'est vrai que l'état de certains héritages, on va le dire, est très délicat, comme la vieille ville, que ce soit à Constantine ou un peu partout. Donc la restauration du vieux bâti, c'est très important pour nous, parce que ça permet aussi d'avoir les traces de nos ancêtres. Je pense que c'est ça. Effectivement, parce que bien sûr, nos études sont sont réglementées et sont dirigées par une réglementation en vigueur. La réglementation exige en première phase une genèse historique. Donc nous, comme bureau d'études, on se fait toujours encadrer par des spécialistes comme M. Taouta. Donc on fait des études historiques qui font ressortir les différentes stratifications, les différentes permanences, et à partir de cela, donc on se projette dans le projet de restauration. Donc c'est des restitutions qu'on fait, souvent restitution du concept, restitution des éléments architectoniques, restitution de tout ce qui subsiste jusqu'à présent. Et de ce fait, donc, le travail, tout est jouable, rien n'est impossible. Nous avons des spécialistes... C'est encore possible de préserver, parce que, je pense, comme vous le dites, ce n'est pas seulement restaurer, ce n'est pas seulement mettre du ciment et de la peinture, c'est pas ça. On n'utilise même pas le ciment, on utilise on utilise les matériaux qui existent sur site. Donc c'est des décapages minutieux qui se font, c'est une lecture stratigraphique sur les murs. Comme je vous ai déjà dit, c'est des études historiques effectuées par des spécialistes. Souvent, c'est des sondages archéologiques, des sondages pour analyser les fondations, pour déterminer si la structure nécessite un confortement ou pas. Et par la suite, essayer de restituer au maximum cet édifice et le rendre tel qu'il était, du moins essayer de faire ressortir les différentes lectures qui existaient à travers le temps, les différentes strates, les différentes époques. Et là, c'est le rôle de l'archéologue. Oui, il faut savoir une chose, parlons de la restauration. En réalité, la restauration, ce n'est qu'une opération du grand projet de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine monumental et urbain. Ce n'est qu'une opération. Mais cette opération, elle n'est pas applicable à tous les cas. Voilà, elle concerne, c'est très spécifique. Monument, et ça, c'est difficile à le connaître. Et c'est spécifique essentiellement aux bâtiments les plus anciens et qui ont une grande valeur historique, beaucoup plus. Alors, on vous demande, d'abord les architectes vous demandent de recomposer un peu l'histoire, de faire des recherches pour essayer de restaurer de la meilleure manière possible l'édifice, c'est ça? Eh bien oui, parce qu'un projet de sauvegarde, avant tout, c'est un projet de recherche. C'est un projet de recherche. Pourquoi? Comme je viens de dire, on intervient sur l'ancien. Et l'ancien, c'est compliqué. Il faut le connaître, il faut connaître son histoire pour retracer la chronologie de l'histoire et ne pas se tromper et voir ce qu'on peut conserver et ce qu'on peut, comment dirais-je, enlever. Qui a été rajouté et qui défigure un petit peu le bâtiment et détruit son identité, son caractère et sa valeur. Alors, succinctement et puis peut-être brièvement, comment vous faites les recherches c'est des recherches académiques. D'accord. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais, c'est pas n'importe qui peut faire des recherches. Oui, c'est un travail de recherche. Généralement, ça doit être confié à un chercheur spécialisé dans le domaine. Spécialisé. Après vient l'expérience. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans un projet quand on a fait 1, 2, 3 bâtisses, ça devient plus facile que... Eh bien oui, parce que pour profiter au maximum de ce bâtiment, des fois, il y a des lacunes dans l'histoire d'une ville, du bâtiment, même d'une ville, même du pays. Oui. Un bâtiment, un monument, un site archéologique peut nous fournir des renseignements. Exactement. Donc vous avez besoin, a besoin l'architecte restaurateur pour... Alors, sur quelle recherche, sur quelle base vous vous êtes basé
pour restaurer la mosquée de Sidi El-Khdar. Alors, la mosquée Sidi El-Khdar... On la prend comme exemple parce que c'est un exemple réussi. Voilà. Merci. Merci du compliment, merci. Alors, la mosquée Sidi El-Khdar, comme je vous ai déjà dit, elle a bénéficié d'une étude historique. Après, là, le chercheur est là pour nous donner le maximum d'informations. Là vient le rôle du bureau d'études. Le bureau d'études utilise, si vous voulez, une méthode scientifique. Donc, il utilise toutes les informations collectées par le chercheur. C'est à partir de là qu'il les place sur un plan, si vous voulez, datant de l'époque ottomane, précoloniale, coloniale, etc. Et de là vient la stratification, c'est-à-dire la superposition des différents plans. Sur la base de cette superposition, donc, on vient faire ressortir les permanences. Et de là qu'on va découvrir les permanences qui datent de la période précoloniale, de la période... Quand c'est un projet à échelle urbanistique, on peut même faire ressortir des permanences de périodes préhistoriques, antiques. Aussi loin, vous remontez aussi loin? Oui, on remonte aussi loin. Ah oui. Quand c'est un projet à échelle urbanistique, quand il s'agit des plans permanents de sauvegarde, ça relève ça remonte même à la période préhistorique. C'est très important justement de détecter le site à quel l'urbanisation pas l'urbanisation, on parle de construction, mais quand est-ce que l'homme a habité ce site. Donc on remonte carrément à la période préhistorique. Même, qui existe depuis... il y a des traces depuis 3000, 4000 ans. Donc ça doit être délicat, surtout à Constantine, c'est un réservoir de vieux bâtis, d'histoire. Et je sais qu'il y a même des canalisations qui datent de l'époque turque ici. Oui. Donc comment vous faites pour aller aussi loin? Mais il y a les problèmes de matériaux, les matériaux ont changé, même la façon de voir a changé, mais le bâti est là. Oui, c'est ça le problème, parce qu'il faut être spécialiste, il faut être professionnel, il faut être conscient. Qu'est-ce qu'on vise à travers ces opérations? C'est la protection, c'est la sauvegarde, parce que ça concerne notre identité. L'identité d'un bâtiment très ancien, c'est notre identité. Un bâtiment ancien qui a des millénaires, qui a des siècles et des siècles, ça, c'est nous. C'est tout un savoir-faire. C'est notre histoire. C'est notre histoire, voilà. Et donc, nous veillons. C'est très délicat. C'est très délicat. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas une petite recherche. Voilà. C'est même quelque chose de très difficile. Et bon, quand je vois par exemple l'état de notre vieille ville à Constantine, dont une partie est assez dégradée, comme vous le savez, comment peut-on encore sauver? Là, je m'adresse à la restauratrice. Alors, on a commencé justement par réaliser des projets ponctuels à travers la ville de Constantine. Donc, il y a eu la restauration de la mosquée d'Abdelrahman Bachtarzi d'abord, qui a subi une restauration pratiquement à l'identique, donc restitution de zellij, restitution, il y a même des fenêtres archéologiques qui sont exposées au public pour remonter, pour faire exposer les murs qui sont très anciens. Il y a eu la restauration de la mosquée Sidi El-Khdar. Auparavant, il y a eu la restauration de la mosquée, la grande mosquée de Tel Jdida, la restauration de la mosquée Hassan Bey, et pour moi, toutes ces opérations ont été réussies. C'est pas spécialement mes opérations, c'est les opérations. Oui, c'est les opérations de tout. Effectuées à travers la ville de Constantine. Actuellement, il y a des opérations de restauration qui vont toucher les mosquées et les ouïes. Donc, il y a eu 7 mosquées et d'autres ouïes qui sont lancées, qui vont être réalisées. Donc, les projets de réalisation vont être lancés prochainement. Voilà, prochainement. Et là, donc, on a commencé par des projets ponctuels. Là, on est passé à faire des projets plus ou moins groupés, c'est-à-dire 3-4 mosquées à la fois. C'est-à-dire c'est les maîtres d'ouvrage qui lancent plusieurs projets. Et là, comme on en a déjà parlé, on peut regrouper justement toutes ces opérations de restauration. Ça a été faisable pour des projets ponctuels. Ça peut se faire pour 3-4 projets à la fois. Donc pourquoi pas des îlots? Pourquoi pas toute une zone? C'est de la même manière qu'on restaure un bâtiment, qu'on restaure une zone, un quartier. Exactement, un quartier. Donc c'est les mêmes étapes. Vous préconisez une manière de restauration par quartier, par îlot d'habitation. Ça serait plus judicieux. Donc ça veut dire, ce que je comprends à travers vos paroles, c'est que c'est encore possible de sauver ce qu'il y a. Bien sûr que c'est possible.
Ça a été déjà réalisé par vous, comme vous pouvez le voir, pour la mosquée Sidi El Khdar, qui était vraiment dans un état de dégradation très avancé. C'est-à-dire quand on a été installé, elle était dénudée de ses planchers, de ses rondins, de ses planchers en bois, et tout a été reposé à l'identique. Mais finalement, bon, le résultat est là. La restauration a été faite dans les normes. Pour le minbar, par exemple, ça a été décapé, on a fait ressortir les couleurs d'origine, les dessins d'origine, ça a été calqué, ça a été reproduit à l'identique en utilisant les mêmes couleurs. Donc tout est jouable. Donc pourquoi pas utiliser cette expérience justement pour pouvoir passer à une échelle urbanistique. Donc tout est faisable. Très bien. Donc, et je sais qu'il y a un projet de restauration. Est-ce que c'est sur la bonne voie? Est-ce que c'est aller l'étude de la vieille ville? Permettez-moi de rajouter oui, bien quelque sûr. chose. Un projet de sauvegarde, même de restauration. D'abord, c'est des normes. C'est des méthodes. C'est des techniques. Et c'est toute une expérience. Et c'est un travail. L'expérience, elle est là avec nous, donc c'est pour ça. Heureusement, en Algérie, avant, on savait construire. Aujourd'hui, je peux le dire, on sait reconstruire. Il faut être conscient de ça. Et ça, c'est important d'acquérir l'expérience. Bon, juste avant de nous quitter, Mariam Ziani, peut-être un mot sur ce qu'on peut faire encore en matière de sauvegarde et de préservation du patrimoine qu'on peut restaurer. Alors, ce qui est important de soulever, c'est que c'est très important de dire que tout est faisable. Il ne faut pas se décourager. Au contraire, il faut tout mettre en œuvre justement pour pouvoir sauver ce patrimoine. C'est très important. C'est notre identité, c'est notre histoire. L'expérience est là. Même nous, en tant que bureau d'études, on se fait toujours entourer par des chercheurs, par des scientifiques, par des spécialistes. Donc, la compétence algérienne est là. Donc, pourquoi pas utiliser ces compétences pour pouvoir sauver ce patrimoine? Tout est faisable. Même si c'est à échelle urbanistique. Ça a déjà été réalisé dans d'autres pays. Pourquoi pas ici en Algérie? Oui. On a acquis assez d'expérience justement pour pouvoir dire qu'on peut justement restituer, qu'on peut restaurer et qu'on peut même restituer des villes entières. Voilà. Alors, on va juste écouter une chanson de Mariam Sultan, juste le temps de faire entrer à votre place une autre Mariam, qui est Marouani, qui est aussi architecte et qui a aussi une vision sur la préservation du patrimoine. Petite chanson et nous revenons.
la chanson aussi, mais aussi les édifices que l'on a vus. Le clip est signé Aziz Choulah et que l'on salue au passage. Mais c'est juste pour rendre hommage, parce que les images permettent aussi de préserver le patrimoine. Au moins, ça va aider les architectes. Alors, nous recevons Marouani, qui est aussi architecte, et vous êtes vous aussi spécialisé dans ce patrimoine qui nous tient tant à cœur. Et alors, là, on parlait de la préservation et de la restauration. Est-ce que vous êtes aussi pour la restauration par quartier, par ensemble, plutôt que des actions individuelles et ponctuelles? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vrai que Constantine, on a commencé par des projets ponctuels, mais la stratégie, c'est pas pour faire réussir des projets ponctuels, non, c'est pour faire la tâche d'huile. C'est pour essayer de toucher les autres. Exactement. Donc, comment on a sauvegardé, de quelle manière on a sauvegardé? Est-ce que c'est à l'identique, comme le disait Myriam? Est-ce que on peut intervenir autrement? Donc, les différentes interventions pour sauvegarder et mettre en valeur. Non, c'est pas seulement l'édifice, il va servir de carte postale à tous les acteurs. Donc, c'est pour élargir et un petit peu le phénomène de tache d'huile. Donc, pour essayer de faire des émules tout autour, c'est tout à fait normal. Alors, c'est vrai qu'en plus, à Constantine, la vieille ville, je pense qu'on met un peu partout dans les grandes villes qui existent depuis des millénaires, à Constantine, il y a certaines spécificités que l'on ne trouve pas ailleurs, en termes de construction, je parle. Et je sais que vous êtes... vous vous intéressez à toutes les maisons construites qui ne sont pas construites de la même manière. Cette richesse, il faut la mettre en exergue. C'est le chercheur qui peut, ce n'est que le chercheur qui peut mettre ça en exergue. C'est vrai que les maisons, on n'a pas des maisons identiques, c'est des maisons quartiers. Je dirais bien une maison quartier, parce que c'est à travers une maison qu'on peut construire tout un quartier. Derb, par exemple, ce n'est pas une maison, ce n'est pas tariq, ce n'est pas un itinéraire, mais c'est un pâté avec une société. Donc l'habité de ce derb, il est donc en regroupement. Le voisin Yarbey. C'est une expression. Oui. C'est une expression, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a cette communauté donc, qui est dirigée, qui est administrée, qui est orientée avec un règlement, l'arf. L'arf de ce terbe. Ouais. Oui, c'est plus que des habitudes. Ouais. C'est un règlement carrément, c'est une charte en quelque sorte de quartier. Qui n'est pas écrite mais qui est là. Elle est pratiquée. Elle est pratiquée, c'est encore mieux que l'écrit, parce qu'elle se transmet. Voilà. Et c'est ce qu'on veut faire émerger de notre racine, de nos racines, de notre identité. Constantine, c'est vrai, c'est une épaisseur, mais une épaisseur importante, une épaisseur civilisationnelle de 3000 ans. Justement, ouais, 3000 ans, c'est très difficile. On peut laisser ces 3000 ans. Est-ce qu'on peut les effacer avec une éponge? Est-ce qu'on peut les laisser comme ça partir devant nos yeux? On est en train d'étrangler Constantine. Pourquoi ne pas la sauvegarder? Pourquoi ne pas mettre toute cette richesse, ce joyeux, exceptionnel au monde? C'est vrai que ce que nous avons, c'est exceptionnel. En plus, 3000 ans d'histoire qui s'entassent dans la vieille ville, pour vous, en termes de recherche, c'est extraordinaire. Eh bien oui, parce qu'il s'agit là d'une capitale d'un pays, une capitale de pas mal de royaumes, qui remonte à très loin dans l'Antiquité, dans l'histoire de notre pays. Ah oui, c'est dans la Numidie, Constantine était déjà une capitale. Déjà capitale d'un royaume. Ouais. Et quel royaume! Et la Numidie, c'est pas. Et après, c'était la capitale d'une confédération au temps des Romains et qui a duré pratiquement plus de 3 siècles. 3 siècles, plus de 3 siècles. Et après, elle est devenue, même au temps des Ottomans, capitale de l'Est algérien, et même à l'époque coloniale. Moi, je me dis, comment vous vous retrouvez dans les recherches, parce que c'est tellement vaste, ça doit être très délicat. Eh ben, c'est tout un travail.
Et c'est parce que, c'est pas donné à tout le monde. C'est tout un apprentissage. C'est un travail de recherche dans la documentation. D'abord, c'est une formation. Oui, bien c'est une formation. Après, c'est le travail de recherche, parce qu'il faut connaître, il faut faire la différence entre telle et telle architecture, pourquoi tel matériau, quand est-ce qu'il a été utilisé. Je vais vous donner un exemple. L'Antiquité utilisait comme liant les mortiers à base de chaux. Dans le médiéval, on utilise les mortiers à base de terre. Quand on voit une construction avec des mortiers à base de terre, automatiquement, on est dans le médiéval. D'accord. Il y a des indices. Bon, ça, tout à fait, c'est la démarche académique et de la recherche. Exact. Et là, en vous appuyant sur ces recherches, comment vous faites vos études justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter, pour essayer de sensibiliser, puisque nous sommes dans la préservation, on va dans la journée arabe de la préservation du patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est le moment de vulgariser, de lancer des messages. Sensibiliser d'abord, mais sensibiliser tous les acteurs. Moi, je ne dirais pas le citoyen, tout simplement, l'habitant. Non, c'est tous les acteurs. Parce que ensemble, on ne peut sauvegarder ce pas l'affaire joyeux d'une personne, je pense, ou d'une entité. Oui, c'est unissons-nous avec un grand U. Donc, de l'amont à l'aval. Donc, c'est tous les acteurs qu'il faut s'unir pour sauvegarder. Sinon, une personne, non. Donc, non, c'est pas l'affaire d'une personne ou d'une structure ou d'une entité, c'est l'affaire de tout un pays et ça va des plus hautes autorités jusqu'aux simples citoyens. Et c'est vrai que c'est un devoir que de préserver. Exactement. Sinon, alors, puisque nous sommes dans la journée arabe de la préservation du patrimoine, qu'est-ce que nous avons comme patrimoine arabe à Constantine qui mérite d'être valorisé au plus vite et d'être sauvé rapidement? Voilà, c'est une question un peu délicate. Un peu délicate parce que voilà, c'est l'utilisation des termes qui pose problème. On est en Algérie, on est en Afrique du Nord, donc comme en France. En France, par exemple, se sont rendus compte, après un certain temps, qu'il ne fallait pas utiliser le terme civilisation romaine, mais plutôt gallo-romaine. D'accord. Et ils avaient raison, parce que nous ne sommes plus à Rome, en Italie, nous sommes en Gaule. Pourquoi dire civilisation romaine? Parce qu'il y a l'apport toujours des autochtones. Vous voyez, qui est là, bien sûr. Qui est là. Bon, on va sinon, on ne parle pas des spécificités. Exactement. Voilà, on ne parle pas des spécificités de tel ou tel. Je voulais dire, parce que nous avons à Constantine quand même de très beaux monuments construits. Par exemple, la mosquée de Sidi el-Khdr ou la grande mosquée, où les zaouïas c'est des signes quand même d'une civilisation musulmane, arabo-musulmane qui était installée ici et qui a laissé des traces. Là, c'est ce que je voulais dire. Dans la recherche, on ne va pas dans ce sens. Par exemple, pour cette période, on préfère employer le terme médiéval, le Moyen-Âge. D'accord. Le médiéval et le Moyen-Âge. C'est plus large. Le problème avec Constantine, on avait un patrimoine riche de cette période. Malheureusement, la colonisation a détruit le maximum de ce patrimoine. C'est ce que je voulais. Le maximum de ce patrimoine. Et pour cette période, la grande mosquée de Constantine, ce qui reste de cette grande mosquée date de cette période et qui peut remonter jusqu'au 10e, 11e siècle de notre ère. Voilà. C'est vrai que ce qu'il y avait, il y a une grande partie. On avait tout un quartier, des Hafsides, mais il a été détruit. Exactement. Voilà. Pas tout à fait détruit. Heureusement, il reste des traces. Les traces. Et on va s'appuyer sur ces traces pour reconstruire, pour revaloriser. Je ne dirais pas valoriser, mais pour revaloriser encore. Mais il y a aussi l'urbanisme qui est là, malgré qu'il est détruit, qu'il est dégradé, on va dire. Détruit par les
la superposition civilisationnelle. Donc chaque couche nous apporte quand même des indices. Il faut savoir lire tout simplement. Mais lire, comment lire? De quelle manière? Faisant cette lecture. Donc la période musulmane, la période arabo-musulmane, elle est là encore, elle existe. Elle est présente. Malgré que... Tout ce qui a détruit le Coran en matière, surtout dans le bâti, dans l'urbanisme. Dans l'urbanisme, il y a une défiguration de ce qu'on avait comme identité. Bon. Oui. Heureusement que quelques édifices subsistent, comme le Palais du Bey, comme les mosquées, les zaouïas, quelques maisons aussi qui datent, qui ont résisté à la colonisation. Ils sont toujours debout, ils sont toujours debout. C'est des indices pour vous, pour les études, les recherches, pour la reconstruction et la mise en valeur de ce patrimoine. Heureusement que, grâce à Dieu, ces indices ont été préservés. Parce que sans indices, on ne peut pas parler d'histoire, on ne peut pas retracer la chronologie de l'histoire de n'importe quelle ville. Heureusement que l'histoire laisse ses traces. Voilà, et permettez-moi de vous dire que le cas de Constantine, spécifiquement Constantine dans toute l'Algérie, même dans toute l'Afrique du Nord et la Méditerranée, est spécial. Pourquoi? Parce que la ville occupait le rocher. Et la colonisation s'est installée dans ce rocher. Et je vous laisse imaginer les dégâts qu'a produit cette situation. Voilà. Et pas seulement dans le bâti, il y a eu beaucoup de dégâts, la bibliothèque les pratiquement, métiers, les livres ont disparu, les livres ont disparu, les archives, tout, et ça c'est malheureux. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je comprends plus le désarroi d'un chercheur parce qu'il perd un peu ces indices qu'il cherche. Et on souffre aujourd'hui. On souffre, c'est-à-dire au lieu de faire un travail en 1 an, on le fait en 3 ans, en 4 ans, parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour écrire l'histoire de tel monument. Parce que les éléments ont été détruits, il faut le dire. Parce que chacun veut... Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour terminer, parce que là on arrive à la fin de ce débat qui est très intéressant, qui est à développer. Personnellement, je peux dire, suite à un constat, parce qu'on est sur le terrain, l'État algérien, elle fait tout pour sauvegarder ce patrimoine. Elle forme. Il y a les chercheurs, il y a les universités, il y a les labos de recherche. Elle donne, elle finance. Mais malheureusement, le problème ici en Algérie, c'est un problème de gestion. C'est la gestion de ce projet qui fait que ces projets prennent beaucoup de temps à être... Voilà, tout simplement. Et là, permettez-moi de lancer un appel à l'administration algérienne qui est chargée de ce dossier de sauvegarde, de préservation de notre patrimoine. Je leur dis, il ne faut pas avoir peur. Vous n'êtes pas seul. Il y a l'État d'abord qui est avec vous, qui vous soutient, et il y a nous. Les chercheurs, les... Madame? Merci. Donc moi, je fais aussi un appel, un SOS. Oui, là, c'est écrit. Oui, c'est un SOS pour sauvegarder notre identité. Unissons-nous. Comme disait M. Tautaou, donc c'est une affaire de toute l'équipe, tous les acteurs qui sont concernés par ce patrimoine. Faisons appel à ces acteurs-là pour sauvegarder notre identité, pour sauvegarder notre histoire, pour sauvegarder Constantine, qui est unique au monde. Mais oui, vous le dites. Par son site. Par son site, par son architecture, par son histoire, par la spécificité constantinoise. D'abord, c'est son site géologique, on va dire, parce que très peu de villes dans le monde sont construites sur des rochers, et là, c'est l'une... qui est habitée encore. Et qui est encore habitée. Voilà. 3000 ans après,
C'est important. Qui est habité encore. C'est important de dire que trop plus de 3000, enfin, on ne sait plus, même le rocher a toujours été habité. Est-ce que vous pouvez imaginer l'Est algérien sans Constantine? Non, on ne peut même pas imaginer. Merci beaucoup, Monsieur Tautaou. Je rappelle que vous êtes chercheur, archéologue, architecte, et puis merci d'avoir fait le plaisir de venir ici sur le plateau. Je vous remercie parce que vous avez énormément contribué à la constitution de ce plateau où il y a eu beaucoup de diversité. Grand merci à vous, monsieur. Bien sûr, et j'espère qu'on aura l'occasion encore de parler. Inch'Allah. Surtout que vous avez des études sur les bâtis, les maisons constantinoises qui sont très spécifiques parce que vous m'avez dit un jour que c'était en relation avec chaque métier, chaque rang de la hiérarchie. Chaque notable avait sa propre maison, sa manière, voilà. Sa charte. La charte. Oui, vous insistez sur la charte. Oui, j'insiste sur la charte. Merci beaucoup. Et comme ça, puis je vous rappelle que vous étiez là pour nous parler du patrimoine, de la préservation du patrimoine à l'occasion de la journée arabe du patrimoine qui est célébrée aujourd'hui. D'ailleurs, je vous laisse partir pour assister à une rencontre, à un séminaire sur l'importance de la préservation du patrimoine arabe dans le monde arabe. Alors, juste pour transiter, parler d'art plastique d'une autre manière, eh bien, on va juste regarder la projection d'un film très intéressant que je vous conseille. D'ailleurs, il a été réalisé par notre grand réalisateur de la télévision algérienne, Saïd Ulmi, que l'on salue au passage, et il revient sur l'histoire comme malheureusement il y en a eu d'un camp de torture utilisé durant la révolution algérienne, et il revient sur un lieu qui se trouvait près de Sétif qui s'appelle Qasr Ter, et malheureusement c'est sinistrement connu et reconnu comme un grand lieu de torture des moujahidines et des chouhada. Certains ont laissé leur vie là-bas, Rabbi yarhamhum, mais pour toujours lutter contre ce qui s'est fait, hein, c'est des atroces. C'est atroce ce qu'il raconte dans le film, il faut le voir pour surtout les témoignages de gens qui ont subi la torture, et donc pour justement un travail de mémoire qui est excellent et que l'on remercie d'ailleurs le réalisateur. Juste le compte-rendu de cette projection qui a été organisé à l'université de Sétif. معتقل قصر الطيب بولاية سطيف أنشئ عام 1956 بمكان استراتيجي بالنسبة للسلطات الاستعمارية. كل زاوية في هذا المعتقل تذكر الشهود ما عاشوه وعانوه من قساوة وتعسف. بالأشرطة الوثائقية اللي تناول المعتقلات، مختلف المعتقلات، اللي كان فيها عدة أنواع تاع المعتقلات، وهذه السلسلة أنتجتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. هذا النوع تاع المعتقلات فيه ابتداء من 1955 فرنسا الاستعمارية من أجل قمع الشعب الجزائري أنشأت المحتشدات. في الفيلم ربما بعض المشاهد قوية وتعبر على كل ما عانوه هذا المعتقلين داخل قصر طير، وحتى الآن كل واحد كي تقول له قصر طير يقول لك هي جهنم بالنسبة لهم. لابد هذه الأعمال تظهر الوجود، لأنه الكثير من أولادنا يجهلوا بأن كان في تضحيات كبيرة قام بها الآباء نتاعنا والأجداد نتاعنا من أجل الاستقلال. نقول بأن العمل حتى في المقاربة تاعنا حاولنا باش نعالج الموضوع بطريقة بيداغوجية، نبسط المعلومة حتى توصل للمشاهد ويعرف حقيقة الجرائم التي ارتكبت من طرف المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري.
عرض هذا الفيلم الهدف منه هو تبليغ رسالة الشهداء ورسالة الأسرة الثورية إلى شبابنا اليوم وإلى كنتش نعرف على هذا المعتقل، ومع هذا الفيلم اكتشفت عليه بزاف وتعايشت هذاك الحالات اللي كانوا فيها هذو المجاهدين، وقراب اثر علي ياسر. العباد عاشوها صح وحكاونا لي زيكسبيريونس صحهم، واليوم شفناها وعشنا. Émouvant comme film, et puis la projection, il y a eu beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je vous conseille de voir le film quand vous aurez l'occasion de voir sa projection. Voilà. On va rester dans la préservation du patrimoine, mais d'une autre manière, parce que photographier, en parler, faire des études, mais aussi dessiner, c'est une manière aussi de préserver notre patrimoine. Et je reçois Wahiba Badief, qui est artiste. Marhaba bik. Merci d'être là. Merci de votre invitation. Je vous remercie d'abord, parce que vous nous avez ramené de très beaux tableaux. Merci. Alors quand j'ai vu vos tableaux, je vous ai appelé pour venir nous en parler. D'abord, vous faites de la miniature. D'abord, c'est ça. Et sur vitre. Oui. Voilà, donc vous utilisez quelle technique? Est-ce que vous d'abord présentez-vous? Est-ce que vous je suis Wahiba Badief, je suis artiste peintre. Je fais les Beaux-Arts en 2008. Oui, voilà, c'est comme alors pourquoi avoir choisi la miniature comme spécialité? Comme spécialité. Est-ce que vous l'avez choisi ou c'est d'instinct? Oui, c'est de toute façon j'ai étudié l'école des Beaux-Arts fait 4 ans, 3 ans ça donné le bac artistique. Au 4e année m'a créé la spécialité miniature parce que beaucoup de qu'un faible pour la miniature. Voilà, j'adore la miniature, j'adore les précisions. Voilà, c'est pour ça. C'est ce que j'allais dire, c'est très précis la miniature. La précision, le calme. Oui, surtout ça là. Surtout le calme, voilà. Alors la miniature, ok, c'est compréhensible, mais pourquoi vous avez choisi le verre comme support? Parce que certains ils ont le papier, certains ils ont d'autres matériaux, tu as choisi le verre. Très bien, c'est la miniature, plus la décoration sur verre, c'est une miniature sur verre. Quand tu fais la miniature, par exemple, sur papier, de toute façon, je dessinais tous les supports. La poterie, le vitrail, sur tissu, sur plusieurs supports. Mais le vitrail, vraiment, la finition du briller. Et puis surtout, il y a la brillance. La brillance, classique, magnifique, vraiment, à décrire ça. Alors, je vais juste me tourner vers notre ami Nabil Yagoubi. On va le faire travailler un peu. Avec les caméramans, avec ce tableau. Alors, je vais montrer vos tableaux. Alors, Hada, c'est un descriptif, la miniature, mais il y a le pont de Sidi Rachid. Sidi Rachid, oui. Comme constantinoise, j'adore بزاف les ponts de Constantine. Alors, خيرت le pont parce que كما نقولوا معلم اثري. Oui, bien sûr, c'est un patrimoine aussi de la ville. باش نشرف قسنطينة. Très bien. Alors, vous avez aussi, je vais un peu prendre un peu de temps. Les tableaux, je vais les mettre ici. Là, c'est une image. Oui. Je ne vais pas dire, mais c'est un moment de vie à Constantine Gdema.
Voilà. C'est une image قديمة comme ça, de mise en de Paris Dubaï, des femmes avec les tenues traditionnelles. Voilà, le tableau, je dis, الخديمة ولا لها la femme نقولوا المرأة La servante et la moulette d'Al. C'est à l'époque يعني vraiment هذا واش حبيت نوري فيه voilà. Très bien. Mais justement, ça prend combien de temps pour faire un... Plusieurs de temps. هذا كيما هذا le tableau, plusieurs de 5 mois. 5 mois وانا فيه. Oui. Quand on voit la minutie, on comprend mieux. Voilà. Alors, je vais les mettre ici pour ne pas les briser. Là, on continue dans la tradition. Quand toujours je fais même technique de miniature. Voilà, la miniature, attention, en luminure, la décoration. Comme هنا كاين la page de Coran et plus la voilà, là vous utilisez la calligraphie et en même temps voilà. Faut dire que c'est vous qui écrivez tout. La bordure spécialement de la bordure elle a quelque chose de spécial. Oui. La bordure. La bordure c'est motif هي وحده زخرفين نعاودوا فيها نعاودوا نكررها فوالا même les couleurs de recherche de couleurs bien sûr de c'est pas n'importe quelle couleur voilà. Non mais c'est bien bon en tout cas vous faites beaucoup de calligraphie ou de la chouïa la décoration beaucoup plus la décoration et là je vais montrer un autre tableau voilà هذه c'est la technique vitrail déjà je la brillance voilà plus ما تديش الوقت بزاف كيما la miniature plusieurs de temps. Un jour, c'est ma journée, tu peux dire un tableau. D'accord. Voilà. Mais là, c'est de belles fleurs. C'est des coquelicots, je crois. Des coquelicots, oui. Très bien. C'est annonciateur du printemps. Voilà. Mais alors, là, c'est comme si vous vous mettez en difficulté. C'est vous changez de la miniature à autre chose. C'est plus simple que la miniature. Là, on va dire. Plus simple, plus facile. Plus facile. Ouais. C'est plus facile. Plus facile de miniature. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. On va changer de tableau parce que là, un tableau qui lui aussi raconte une histoire. Oui. Même 2 histoires, 3. On va expliquer. Voilà. Le tableau fait plusieurs messages d'abord. Toujours les tenues traditionnelles. الملاية معروفة العجال avec des quartiers populaires voilà. Voilà derrière. par exemple تقول سيدي الخضر on dirait la mosquée de سيدي الخضر. سيدي الخضر oui voilà juste منين سيدي الخضر juste comme on en parlait tout à l'heure c'est pour ça j'insiste عليها قلت لك مسجد سيدي الخضر. سيدي الخضر oui. Qui est un patrimoine aussi de Constantine. Oui. Là, quand vous faites, là, c'est la mise en valeur et du costume traditionnel qui malheureusement a tendance à se perdre. Hein? Oui. C'est rare. C'est rare, on تلقى 1%. D'accord. Et en plus, il y a l'architecture des quartiers du vieux bâti. Comme Sidi El-Khdar ou les quartiers. Là aussi, c'est la mise en valeur d'un patrimoine. Ça, c'est le patrimoine qui est là. Oui. Là, c'est ce que je ressens comme message. Allez, le tableau fait 2-3 messages. Oui, voilà. Message plus dernièrement, درت دي ريستوراسيون تاع المنبر voilà انا اللي درته اللي درتي فوالا في المنبر سيدي الخضر خدمتي مع دونك الاركيتكت يعني تلاقيتيها وي صافي بليزير فوالا هي تلاقيتها يعني انا اللي درت في la restauration de Membar de Sidi El-Khadar. Qui a demandé beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de municipes. كاينه شويه على لا ريستوراسيون تاعو باسكو لا ريستوراسيون كانت شويه يعني شويه صعيبه باسكو كان شويه قديم سيها قديم مي درنا الوغ الديكاباج تاعو حق الحمد لله عاوننا فيه والحمد لله يعني انا خدمت اما لوفي يعني كوم في لا ديكوراسيون تاعو ما جاتنيش صعيبه سي مون دومين سيتادير اما لوفي سما لو موتيف ماشي زعما باش تكالكي ولا لو رابيل تاعو نو اما لوفي يعني بانسو لا بينتور اي ديريكتومون جو في لو موتيف
فوالا. Et ça, الحمد vous لله avez... الحمد لله. وقد يعني قعدتي باش درتي المنبر يا واحد 3 موا بين بين لا ديكاباج تاعو، بين البريباراسيون تاعو، لا كولور تكون بيو. الحمد لله ميرسي بوكو البيرو ديتود ديالي عاونتني بزاف، نشكرها. والحمد لله يعني خرج يعني ما شاء الله. Le résultat, magnifique. Oui. Le résultat est très beau, mais parce que voilà, le résultat est très beau et j'ai bien aimé aussi le mlaya, parce que on a tendance, bon, parce que ça, c'est des peintures que l'on va retrouver, Inch'Allah, peut-être pour les autres générations. C'est aussi un souci, Belekch, de donner des messages aux générations futures, qu'elles aiment les traditions tana. Oui. C'est un choix, parce que quand on voit les 2-3 tableaux, un monument historique, une maison et un costume. Oui. Ces 3 éléments de l'identité algérienne, de l'identité de Constantine. L'artiste, il aime هاد الحوايج. Est-ce que vous choisissez ou là, est-ce qu'on vous demande ou là, comment vous le faites? C'est à l'inspiration? Non, l'artiste bien sûr لازم يكون يحب الحاجة تاعو باش يقدر يوضحها يعني. Voilà, أنا نحب قسنطينة بزاف. جادور كونستانتين، جادور التودي تراديسيونيل. يعني سي بور سا راني تولي التابلو تاعي ولا الخدمة تاعي كامل تلقاها على لو باتريمون دو كونستانتين. Très bien. Est-ce que la miniature, ce qu'on voit, parce que c'est très délicat, est-ce que vous vous inspirez ou là c'est تاعك بعد ou là est-ce que vous avez des influences? Est-ce que يعني هذا باش ديري حوايج كيما هكا؟ Oui, bien sûr, c'est تاعي أنا، الموتيف تاعي، oui, c'est mon travail. Même le motif ولا bien sûr تاعينا ماشي reproduction ولا. J'ai compris, c'est pas des reproductions. Mais ce tableau, c'est photo زيتها درتها باغ اكزومبل مع سيدي الخضر ايتو، بصح نو هذه سي لا فوتو ريبرودكسيون على غران ارتيست. و لو موتيف باغ اكزومبل لو موتيف تاعي انا. Très bien. Est-ce que vous avez exposé? Vous avez plusieurs expositions. Oui. Bon, on a l'exposition, on dit plusieurs expositions, nationales ou internationales. J'ai fait l'exposition في Tlemcen dernièrement, internationale في la miniature enluminure de الزخرفة الإسلامية. الله يبارك. كانت في تلمسان من 2012 2015 كانت أنا في قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وفي 2011 كانت في تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية. الحمد لله كانت لي عدة مشاركات. ديرنييرمون درناها في تلمسان، كانت 22 بيي. 22 pays, quand même, une rencontre qui est... ترك، إيرانيين، الحمد لله. كانت مسابقة كل شيء، الحمد لله يعني قاعدة ننشط. إكسبوزيسيون ثانيين في قسنطينة كاين. ولايات ساعات بيان سور تشاركي في الفيستيفال. الحمد لله يعني كاين نشاط. Est-ce que mais je voulais dire, est-ce que les tableaux textes sont demandés? Est-ce qu'on vient vous demander يجيوك بزاف؟ فوالا سي لا مينياتور شويه، لكن نقولوا باش الطابلو تقعد فيه 6 موا ولا 6 موا تقدر تبيعوا بحاجه نو يجيك شويه لازمك تكسب حقه كما يقولوها. مي في الفيتراي الحمد لله قاعدين نديروا في لا بوبليسيتي، كاين دي كليون، كاين نخدموا باغ اكزومبل مع لا كولتور. Bah oui, surtout كيما درك مع la restauration تاع سيدي الخضر, vous avez participé. قاعدين نخدموا مع لا كولتور، مع الميزون دو لا كولتور ولا مع الحمد لله قاعدين يشوفوا les tableaux تاعك. C'est ce qui est bien, c'est ce que... Et la préservation du patrimoine, si vous avez participé par exemple à la restauration de la mosquée de Sidi El Khadr, est-ce que si on vous fait appel, vous allez aussi contribuer par exemple? Parce qu'il y a un grand projet de restauration de la vieille ville. Très bien. La restauration تاع سيدي الخضر يعني كان لي الشرف، يعني من بيرو ديتود دو زياني هي اللي بيان سور ميرسي دو فوتر كونفيونس. هي باسكو الحمد لله هي شافت الخدمه تاعي عجبتها وهي اللي بروبوزات عليا. Voilà, c'est pas c'est la seule fois où vous خدمتي في la restauration du patrimoine. Mais si on vous fait appel, je pense. عندي دي تابلو، عندي دي كوفر، باسكو دير لي كوفر بوا في لو بالي دو باي.
كنت à l'époque en 2016 مع لا ديريكتريس شاديه فاصون هي اللي شافت الخدمه. الحمد لله عندي دي خدمتي معاهم هذوك لي كوفر اللي sont exposés. Voilà, c'est mon travail. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, c'est aussi une de vos spécialités, la décoration. La décoration sur bois, voilà. Bois, vitrail, vous choisissez. Les supports ne sont pas courants. Là, le coffre, c'est un peu contraignant. Et puis voilà. Mais on comprend. Donc, le palais de Bey, le Diwan, il y a 3 coffres, plus les fenêtres. Les coffres. Voilà, c'est mon travail. Qui sont très beaux d'ailleurs. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Si vous avez des projets ou une exposition ou à l'avenir, chacun يجي ويشوفوك. Oui, actuellement, راني نخدم في école privée, ندير des formations. عندي atelier pour مع l'école. الحمد لله كاين عندي ندير des formations pour adultes et pour enfants. الحمد لله يعني ما قاعده ننشط. Très bien, mais sinon une exposition en vue pour les prochains. ان شاء الله درت بون من اللي راح ديري فوالا قبل درت في جوان اللي عدا درت في محمد راسين الجي درت بلوس دو 50 تابلو الله يبارك. لا تكنيك فيترا يعني الحمد لله جاب سوكسي وان شاء الله مع فنون وثقافه. ودوك ان شاء الله عندي اكسبوزيسيون في ماي بربي ان شاء الله ثاني في عائشه حداد في جاليري عائشه حداد في الجي. Toujours à Alger. Voilà. Bien, on vous souhaite bon courage, Wahiba Badiaf. Merci de nous avoir rapporté et à montrer ces très beaux tableaux qui participent à leur manière à la préservation du patrimoine, puisque aujourd'hui c'est la journée arabe de la préservation du patrimoine. Voilà. On termine ce bonjour d'Algérie après avoir reçu l'artiste Wahiba Badiaf. On vous souhaite bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Je remercie Nabil Yagoubi, toute l'équipe de la station régionale de Constantine pour bien sûr avoir travaillé ce matin en direct à partir de la station régionale. Et puis avant de nous quitter, on présente nos sincères condoléances à notre maquilleuse Ikram Nia qui a perdu son oncle et qui était absente aujourd'hui. Et bien voilà, c'est la cause de son absence. Et puis qu'elle reçoive toutes nos condoléances de la part de toute l'équipe. Merci, à très bientôt. On se retrouve mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre bonjour d'Algérie. Merci.